Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Est-ce qu'on est bien dans ce studio climatisé? Oui, on est très bien dans ce studio climatisé, mieux qu'à l'extérieur, ça il faut le dire. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ça soit pareil dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les services publics, dans tout l'ensemble des services publics, en particulier les transports? Bien évidemment, je pense que c'est important de pouvoir penser les réponses face à la canicule. Et évidemment, je pense que dans nos services publics particulièrement et dans les écoles, c'est nécessaire d'avoir un grand plan de déploiement qui permettrait d'installer des climatiseurs, qui permettrait d'avoir des zones de fraîcheur et de pouvoir exercer correctement les métiers dans lesquels sont les gens qui y sont confrontés. Et puis aussi pour les enfants et tous les élèves qui sont confrontés à ces vagues de chaleur dans les écoles qui sont insoutenables, on le sait bien. Donc vous militez aussi pour un plan massif de climatisation comme le RN? Non, on ne milite pas pour un plan massif de climatisation, mais on pense que ça fait partie de la solution, effectivement, dans les endroits dans lesquels elles doivent être déployées. On sait aujourd'hui que les solutions d'adaptation, les méthodes d'adaptation que sont la végétalisation, l'isolation, sont bien sûr nécessaires et il faut aller jusqu'au bout de ces projets, mais ils ne sont pas suffisants aujourd'hui quand on est confronté à des vagues de chaleur telles quelles. Et donc, il faut pouvoir penser aussi des solutions qui permettent d'exercer correctement son travail et de pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Donc je pense que ça fait partie de la solution, effectivement, même si effectivement il y a beaucoup d'autres choses à mettre en place pour pouvoir répondre à cette problématique qui se pose avec la canicule. Bastien Bonargent, je vous fais écouter Jean-Luc Mélenchon de LFI, bien sûr, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2027. Il était à Vivatech ce week-end. Et pour lui, la climatisation n'est pas la solution. Il faut surtout pas faire ça. Climatiser partout, ça veut dire augmenter les dégâts. On sait faire des bâtiments qui résistent à la chaleur, d'accord. Il y a des techniques et parmi elles des choses les plus, incroyables. Il y a 1000 manières d'isoler un bâtiment. On pourra en discuter. Alors allez mettre de la clim partout, vous allez voir le résultat. Moi je mets pas mon gosse ou ma petite fille ou mon arrière-petite-fille là où c'est de la clim du matin au soir. Mais c'est ce que je veux dire, ça vous détruit les sinus. Prenez le TGV pour aller à Marseille, vous tapez 3 heures pour y aller, 3 heures pour revenir. Vous revenez avec un nez comme ça. Bastien Bonargent du OPC, qu'est-ce que vous lui répondez à Jean-Luc Mélenchon? Il se trompe dans le combat? Non, mais déjà, je pense que il faut pas caricaturer le débat. On parle pas d'installation de climatiseurs partout. Il s'agit simplement de le prendre en compte. Je pense qu'il y a des endroits dans lesquels c'est nécessaire de pouvoir climatiser les salles de classe, les salles d'hôpitaux pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Mais effectivement, c'est pas une réponse unique au problème. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à mettre en place pour pouvoir envisager la canicule. Et notamment, j'ai un peu l'impression qu'on est face à un gouvernement qui découvre chaque jour l'existence du réchauffement climatique. Pour autant, c'est un phénomène météorologique qui n'est pas nouveau. La chaleur, elle est politique, c'est la conséquence du réchauffement climatique. On y a été confronté l'année dernière, on y a été confronté les autres années. Donc effectivement, je pense qu'il faut pouvoir avoir une planification écologique qui nous permette à la fois d'adapter l'espace public, d'adapter nos hôpitaux, nos écoles, de penser la lutte contre le réchauffement climatique pour pouvoir faire en sorte qu'on arrête de subir chaque année les mêmes conséquences et de se poser la question simplement, une fois qu'il est trop tard, de comment est-ce qu'on fait pour traiter tel ou tel sujet. Mais on est tous d'accord sur le constat, la France est totalement inadaptée face à ces chaleurs. Mais est-ce que c'est pas la faute aux écologistes, à la pression qu'ils ont pu mettre, cette inadaptation et le fait que maintenant on a l'impression de courir après la climatisation? Non, Est-ce qu'il n'y a pas eu de l'idéologie justement Non, je pense que ce serait un peu réducteur de voir les choses de cette manière parce que on est confronté depuis des dizaines d'années à des gouvernements successifs qui sont incapables de penser les choses sur le temps long et qui font de la politique un peu à la petite semaine, d'année en année, et qui ne retiennent pas, je pense, les leçons des différentes situations à laquelle on a été confronté. Et donc je pense que effectivement la principale responsabilité aujourd'hui politique de ce manque d'adaptation, c'est celle des pouvoirs publics qui n'ont pas su apporter des réponses nécessaires, tout en sachant que ces vagues de chaleur, elles allaient se multiplier, elles allaient être de plus en plus inédites, et que donc il faut qu'on puisse mettre en place des solutions pour pouvoir y répondre. Vous savez, au Parti communiste français, on a à cœur justement cette question de la planification écologique. On a mis notamment en place un plan climat qui s'appelle Empreinte 2050 et qui devrait permettre de lutter contre le réchauffement climatique et qui prend en compte tout un tas de mesures, à la fois sur la manière avec laquelle on peut décarboner notre industrie, sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer nos transports, sur la rénovation aussi des passoires thermiques et des bouilloires thermiques dans lesquelles vivent près d'un tiers de nos concitoyens. Et donc je pense qu'il faut pouvoir avoir des solutions qui permettent de planifier écologiquement pour pouvoir répondre à la canicule et pas simplement se poser la question une fois qu'il fait 30 degrés et puis arrêter de se la poser une fois que
les températures redescendent. Ouais, à l'occurrence, là, c'est 40 même. Oui, 40 même. Peut-être je voudrais aussi intervenir sur une question, parce que je pense que c'est aujourd'hui peut-être le principal impensé au vu de la canicule. C'est sur la question des jeunes de seconde qui se retrouvent en stage, puisque les périodes de stage, là aussi, par manque de planification, ont été installées depuis 2024, si je vous dis pas de bêtises, sur les 2 semaines de mi-juin. Donc on est actuellement en plein dedans. Et c'est des stages qui sont très peu encadrés et dans lesquels on peut confronter des jeunes mineurs dans des situations de travail qui peuvent être dangereuses, voire très difficiles. On sait qu'il y a eu quelques semaines dans la Drôme un jeune ouvrier de 19 ans qui est mort d'hyperthermie parce qu'il a travaillé toute la journée sans conditions de sécurité sur les toits dans le BTP. Et donc je pense qu'il faut qu'on puisse là aussi mettre un stop et dire qu'une des urgences, et j'interpelle le Premier ministre là-dessus et aussi le ministre du Travail bien sûr, il faut qu'on puisse suspendre aujourd'hui les stages de seconde dans lesquels se retrouvent en danger des dizaines de milliers de jeunes, et aussi les réfléchir, puisqu'effectivement sans encadrement on met des dizaines de milliers de jeunes en danger, et notamment face à la canicule. Mais tout ça c'est du bon sens, il ne faut pas forcément une loi ou des textes pour ça. Mais vous avez utilisé un mot, vous avez utilisé le mot écologique. Mais les écologistes, eux, parce qu'il y a un parti écologiste, Marine Tondelier, elle dit mais la clim c'est pas du tout écolo. Je crois qu'elle est revenue un petit peu sur cette prise de position, et effectivement on a des manières différentes et parfois divergentes de penser la transition écologique, la planification écologique. Moi, je ne dis pas que la solution c'est le tout clim, certainement pas, mais je pense qu'effectivement il ne faut pas se priver de cette solution dans des endroits dans lesquels elle est nécessaire. Vous savez, on a au Mouvement des jeunes communistes de France, on milite énormément sur les lycées professionnels, et on a rencontré des jeunes au mois de mai qui étaient confrontés pendant leurs épreuves de bac à des chaleurs qui étaient complètement surhumaines, dans lesquelles ils ont dû passer leurs épreuves, ce qui entache très largement leur avenir et qui les met dans des situations là aussi de danger qui sont extrêmement fortes. Et donc effectivement dans ce genre de service public et dans ce genre d'endroits dans lesquels la clim doit être une solution, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Après la question c'est pas est-ce qu'il faut climatiser partout, c'est comment on le fait aussi pour pouvoir installer la clim dans des endroits dans lesquels elle est nécessaire, notamment on le disait dans les hôpitaux, dans les écoles, et je pense que là aussi il faut que le gouvernement puisse, parce que c'est bien beau de dire il faut la clim, mais maintenant comment on fait pour avoir un processus qui permette de déployer là où, dans les endroits dans lesquels elle est nécessaire, et aussi de penser de penser tous les endroits dans oui. Excusez-moi. De penser, la généralisation de la généralisation de la lutte contre la canicule à toutes les échelles. Excusez-moi. On écoute Marine Tondelier, justement. J'y faisais référence. Elle était l'invitée de BFM TV hier, la patronne des écologistes, qui lance une pétition pour créer un nouveau droit, le congé climatique. Le congé climatique, c'est dire si les conditions climatiques vous empêchent d'aller au travail, c'est vraiment dans des situations extrêmes, alors ça ne doit pas être soit l'entreprise qui paye parce que, en gros, l'exemple c'est salarié de travailler, soit les salariés qui trinquent parce qu'on leur dit vous prenez vos congés, même si c'était pour cet été avec mes enfants, non, tu les prends maintenant. Le congé climatique, il doit être appliqué au cas où l'école de vos enfants ferme et vous n'avez pas de solution pour les garder. Alors si vous pouvez être en télétravail, des fois on arrive à jongler, c'est pas idéal pour la productivité, mais si vous avez des dossiers urgents, ça se fait. Il y a des situations où juste on ne peut pas, quand on a des enfants de 3 ans et qu'on a des boulots hyper prenants, on peut pas. Bastien Bonargent, vous y êtes favorable, vous, un congé climatique? Déjà, je pense que bien évidemment, il faut pouvoir se dire que dans des périodes de forte chaleur telles que celle-ci, il faut pouvoir envisager la possibilité aussi de dire que le travail doit être suspendu. On n'est pas forcément mais pour... Mais ça se fait déjà d'ailleurs, où les horaires sont décalés, où il y a où plus de télétravail par exemple. Ça se fait quand même pas suffisamment. Je revenais tout à l'heure sur la question typiquement des stagiaires de seconde pour lequel il n'y a aucune mesure pour le moment qui a été annoncée, dans lequel je pense qu'il y a quand même une problématique qui est très forte et un impensé à ce niveau-là. Pour revenir sur le congé climatique, je pense qu'effectivement donc, il faut pouvoir se dire que dans des situations de forte chaleur, il faut pouvoir suspendre le travail quand c'est nécessaire. Nous, on n'est pas forcément pour un congé climatique. Par contre, on porte la possibilité d'avoir un seuil de chaleur, c'est-à-dire un seuil de température à partir duquel on devrait pouvoir dire que on n'est plus en condition de pouvoir travailler, dans lequel il faudrait pouvoir envisager d'autres solutions. Alors là, c'est même plus un congé, on arrête de travailler, passer quoi, 36, 37, passer 28 degrés. 28 degrés Ah oui. 28 degrés pour le travail manuel, mais oui, mais il faut le voir aussi, les ouvriers qui travaillent dans le bâtiment, les jeunes qui travaillent sur les toits. 28 degrés réels, c'est parfois beaucoup plus ressenti. Et effectivement, il faut qu'on puisse penser ces choses-là. Je disais tout à l'heure, il y a un ouvrier qui est mort des suites d'une hyperthermie parce qu'il a travaillé sur les 3 mois de mai. Dans certains secteurs, alors pas dans certains pour secteurs, tout le monde. évidemment. Oui. 28 degrés pour le travail physique et 30 degrés pour le travail sédentaire, c'est-à-dire le travail dans lequel on est forcé et contraint de rester assis. Donc ça, je pense que c'est une mesure qui est une mesure de bon sens et qui est absolument nécessaire, à la fois parce que pour repenser la sécurité des travailleurs qui sont confrontés à ces fortes chaleurs, et donc je pense qu'il faut pouvoir en débattre là aussi, et voilà.
Bastien Bonargent, près de 3 semaines après la découverte du corps de la jeune Liana, il y a eu un rapport d'inspection de la justice et de la gendarmerie qui a été remis sur le bureau du Premier ministre et dévoilé aussi au public il y a quelques instants. Pour faire la lumière sur les dysfonctionnements dans l'affaire Liana, il est noté, et d'ailleurs une absence de suivi, des dysfonctionnements bien sûr. Mais au-delà de ça, se pose la question: comment protéger nos enfants? Et je voudrais vous faire écouter un témoignage, celui de Stéphanie Bonhomme. C'était ce matin au micro d'Europe 1. Stéphanie Bonhomme, c'est la maman d'Elias, dont le fils est donc Elias, qui a été tué en janvier 2025. Et elle se bat. Elle estime que la France n'est plus capable de protéger efficacement ses enfants. Il n'est pas normal que la société ne protège pas nos enfants, et qui plus est l'institution judiciaire, parce que dans plusieurs affaires, notamment les meurtres de Philippine, le viol de Claire Géromini, c'est des personnes qui étaient connues de la justice ou qui étaient des OQTF. Dans le drame que vit la famille de Liana, c'est encore une fois des personnes qui auraient dû être signalées. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience. J'espère que cette prise de conscience, elle va être rapide, parce que c'est un sujet effectivement qui est primordial et viscéralement important pour les Français. On le voit dans la colère qui s'exprime, qui est une colère très très forte. Une colère forte qui pourrait peut-être devenir une révolte aussi. Qu'en pensez-vous, Bastien Bonargent? Comment on fait pour protéger nos enfants? Les défaillances, elles sont pointées du doigt quasiment à chaque affaire. Tout d'abord, j'aimerais profiter d'être ici pour adresser toutes mes condoléances et toutes nos pensées aux proches de Liana et bien sûr de la maman d'Elias qu'on vient d'entendre. Je pense que quand on entend un témoignage comme vous venez de nous passer sur votre antenne, dans lequel un parent affirme que avec conviction qu'il a l'intuition que la justice ne semble plus protéger ses enfants, je pense qu'il faut qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse l'écouter et qu'on puisse traiter correctement l'affaire, puisqu'aujourd'hui on a un sentiment très fort, j'ai l'impression, qui se développe dans le pays, et à tous les échelons, un sentiment d'insécurité qui pourrait faire croire qu'aujourd'hui on protège moins bien nos enfants qu'il y a quelques années. Et donc je pense que là-dessus, il faut qu'on puisse vraiment se poser des questions et voir où sont les défaillances pour pouvoir y répondre correctement. On le sait, pendant des années, la France a été le parent pauvre de l'Europe sur la question du financement de la justice, sur la question des moyens qui soient déployés. Et je pense qu'effectivement, on a vu qu'il y a eu une augmentation ces dernières années du budget de la justice, mais une augmentation qui n'est pas suffisante tellement on partait de loin. Et donc je pense qu'il faut là aussi pouvoir penser les choses, avoir beaucoup plus de considération politique face à ces affaires qui, on le voit quand même, animent très largement le débat public et puis révoltent des dizaines de milliers de Français, et acter et accepter que oui, il faut poser le sujet sur la table pour voir comment est-ce qu'on peut mieux protéger nos enfants. Et je pense fondamentalement qu'il faut là aussi poser la question des moyens de la justice et des financements de la justice auxquels on devrait pouvoir augmenter largement. Donc Bastien Bonargent, si je vous suis, priorité numéro 1, les moyens. Mais s'il y a des personnalités, des responsabilités individuelles qui sont, par exemple, dans cette affaire Liana, pointées du doigt, est-ce qu'il faut aussi des sanctions? Écoutez, je connais pas suffisamment l'affaire, et puis je serais pas à l'aise pour pouvoir dire que telle personne est coupable, que telle personne est coupable, pointer les responsabilités. Je pense qu'il y a des dispositifs qui existent en cas de défaillance, et je pense que voilà, il faut pouvoir s'y référer. Simplement, je pense que de mon point de vue, en tout cas de responsable politique d'une organisation de jeunesse et de responsable politique tout court, je pense que la priorité devrait être celle-ci, de dire que effectivement, de un, il faut, comme vous le disiez tout à l'heure, pouvoir accepter de dire que ces affaires sont des affaires qui aujourd'hui révoltent tout un tas des dizaines de milliers de Français, et je pense que c'est normal. Et donc prendre en considération le fait que ce sujet est un sujet. La deuxième question qui, je pense, est fondamentale, c'est celui du financement de la justice et des moyens qui sont accordés aux magistrats et aux différents professionnels de justice pour pouvoir traiter ce genre d'affaires. On en vient à la fête de la musique. Il y avait une grande marche contre le racisme et aussi un grand concert donné par la France Insoumise hier à Paris, place de la République. Écoutez Léon Desfontaines, le porte-parole du Parti communiste français, qui était l'invité d'Europe 1 ce week-end. Il estime que cette fête de la musique doit rester hors du champ politique, parce que je vous rappelle que la justice administrative avait suspendu, l'interdiction, je vais y arriver, le concert avait été suspendu et la justice administrative a suspendu cette interdiction. Donc il a eu lieu. Écoutez.
Moi, ce que je déplore chez Jean-Luc Mélenchon, c'est une volonté permanente de brutalisation de la vie politique pour créer la polémique et faire parler de lui. Et d'ailleurs, la preuve en est. Il y est parvenu. Maintenant, moi, je crois encore une fois qu'ils auraient mieux fait, la France Insoumise, de s'abstenir sur la fête de la musique, d'éviter quelconque récupération politique pour faire parler d'eux. Je pense que d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon sait ce qu'il fait lorsque il fait une tribune politique où il accuse le CRIF, le maire de Paris-Centre, etc., etc. C'est justement pour continuer à faire parler de lui, flirter sur la polémique et faire parler de lui. Et je trouve ça profondément insupportable. Encore une fois, la fête de la musique, c'est un moment de concorde et de fraternité. Ça doit pas être un moment de division de la société. Et en l'occurrence, ce que fait Jean-Luc Mélenchon en faisant cela. Et voici la réponse de Manon Aubry, la députée européenne LFI, qui était l'invitée d'Europe 1 hier. La fête de la musique a été inventée dans les années 80 comme une fête populaire. Sans politique. Mais la musique est politique, monsieur. Le fait que le Parti communiste tourne le dos de cette manière à son histoire, franchement, j'ai vu les propos de Léon de Fontaine et je vous le dis tel que je pense, j'ai été choquée. Choquée qu'aujourd'hui, le Parti communiste se range du côté des censeurs. Mais c'est quoi la prochaine étape ? On va leur interdire la fête de l'humanité et après ils vont se dire attendez, c'est extrêmement grave. Mais réveillez-vous, la gauche, réveillez-vous. La culture n'a-t-elle pas toujours été politisée ou récupérée à des fins politiques, Bastien Bonargent? Pour répondre à votre question, puis bien entendu les propos qui ont été ceux de Léon Desfontaines, qui est un ami, un camarade. Bon, une fois n'est pas coutume, pour le coup, je suis plutôt en désaccord avec lui. Je pense que la fête de la musique, c'est un événement qui est profondément politique. D'abord parce que c'est un événement qui est populaire. Ensuite parce que, comme il le dit d'ailleurs lui-même si bien, c'est un événement de concorde, un événement de rassemblement, un événement dans lequel des millions de Français et des milliers de jeunes peuvent accéder à la culture, faire la fête, se réapproprier l'espace public. Et donc je pense qu'en cela, la fête de la musique, comme d'autres événements populaires, on parlait tout à l'heure de la question de la Coupe du Monde, sont des événements qui sont profondément politiques et ils doivent être appréhendés tels quels. Après maintenant, bon, je comprends pas non plus la cavale et l'intensité de la critique qui est mise par certains responsables politiques de la France Insoumise ou certains militants sur ces propos. Je pense que voilà, il y a d'autres priorités. Mais il était juste que ce concert se tienne, en tout cas, ait lieu à Paris, là, comme ça, sur cette place de la République. Oui, même s'il y avait énormément de slogans, effectivement, ça ressemblait plus à un meeting qu'à un concert. Oui, je pense que ça ne me choque pas d'organiser des fêtes de la musique qui soient porteurs de slogans politiques. Je pense que la France Insoumise est dans son bon droit quand elle le fait. Nous-mêmes, on le fait à l'échelle du Parti communiste ou des jeunes communistes en organisant dans les sections, dans les fédérations, dans nos locaux, tout un tas d'événements populaires à l'échelle des départements pour permettre à des dizaines de milliers de jeunes d'accéder à la culture, d'accéder à la musique, de pouvoir venir faire la fête, rassembler, surtout dans une période... C'est payant électoralement ? Je pense pas que ce soit la question à se poser. Je pense pas qu'il faille se dire que ce soit payant électoralement. Vous savez, nous on réfléchit pas du tout dans ce logiciel-là, en tout cas pas au Parti communiste. Mais je pense que c'est important de pouvoir organiser ces événements. On l'a toujours fait chez les communistes et on continuera de le faire. Après, bon, voilà, il faut pas non plus. Enfin, je suis en désaccord avec Léon Desfontaines. Je lui disais une fois n'est pas coutume. Je comprends pas non plus la cavale qui est faite à son encontre. Et bon, voilà, je pense que le fait que la France Insoumise puisse organiser, et je pense que c'est vraiment dans son bon droit un rassemblement antiraciste place de la République, ça n'empêche pas non plus de dire que les propos de Jean-Luc Mélenchon qui ont été tenus sur l'interdiction et notamment la phrase qui a sorti sur le CRIF sont complètement hors sol, complètement déconnectés et que je pense qu'ils sont largement indéfendables. Merci beaucoup Bastien Bonargent. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France.